Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans le podcast des Réfractaires, un podcast ciné-club, une fois de plus, le retour du ciné-club après quelques jours de vacances, puisque c'est les vacances scolaires, donc c'est un peu un rythme particulier pour nous au pluriel, donc puisque j'ai avec moi Gré Pigeon. Bonjour Gré. Salut Spike. Et ouais, retour du ciné-club avec un film italien de 1954. Et oui, et ce film, écoute, je vais te laisser annoncer son titre, mais ceux qui nous suivent le connaissent déjà vu qu'il a été tiré au sort. Et ouais, c'est Senso de Luchino Visconti, le numéro 556 dans la collection Criterion. Et un film qui nous a laissé un sentiment un petit peu mitigé, mais on va y revenir. Effectivement, il est dans la tradition de certains films de Visconti, ces grandes fresques sur l'aristocratie, ces fresques sur l'histoire italienne aussi. Et justement, avant, pour une fois, on va faire une petite entorse à nos règles habituelles. Avant de faire le résumé du film, j'aimerais, Greg, qu'on s'attarde un peu sur l'époque à laquelle se déroule le film. C'est en 1866, en Vénétie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, parce que le film parle énormément de cette période. En tout cas, c'était mon cas. C'est une période qui est assez méconnue de mon côté. C'est une période extrêmement importante dans l'histoire de la création de l'État d'Italie. C'est la troisième guerre d'indépendance entre le Royaume d'Italie et l'Autriche pour conquérir cette partie d'Italie encore sous influence autrichienne tout autour de la région de Venise. Notamment mené, c'est évoqué dans le film, par les troupes de Garibaldi, évidemment. Qui est simplement nommé, on ne le voit pas, et le film retrace une des plus grandes batailles. Alors la guerre a été assez courte, elle a duré trois mois, entre juin et août 1866. Et donc si la guerre a finalement été gagnée par les Italiens avec l'aide des Prussiens contre l'Autriche, le film retrace une des batailles les plus célèbres qui a été une défaite cuisante pour les Italiens. Ouais, ça on va y revenir parce que ça va aller dans le sens de la peinture des classes sociales que donne Visconti. Mais alors, puisque tu nous as résumé la grande histoire, moi je vais résumer la petite, celle du film. C'est donc un long métrage qui nous place dans l'aristocratie de l'époque et qui s'attarde sur la comtesse Livia Serpieri, qui est interprétée par Alida Valli, on va revenir sur elle un peu après, qui est donc une jeune Vénitienne dont le cousin est un fervent partisan des troupes de Garibaldi et qui semble, du moins au début du film, adhérer à sa cause et être plutôt partisane italienne elle aussi, mais elle va rencontrer dans les rues de Venise un lieutenant autrichien, Franz, qu'interprète Farley Granger, et elle va tomber follement amoureuse de lui au point même de trahir la cause italienne. Ce que tu as oublié de préciser, c'est que cette dame, elle est légèrement plus âgée que ce Franz, et surtout elle est mariée. Et oui. Elle va succomber au charme de ce bel Autrichien, mais elle va trahir non seulement son mari, mais en plus, comme tu l'as dit, la cause soutenue par son cousin. Effectivement, on va plonger là-dedans, mais le film, c'est un réalisateur qui se cache derrière, et c'est un grand nom, un nom qui impressionne souvent, c'est Luchino Visconti. Je sais que tu as fait des recherches sur lui et que tu vas nous éblouir de ton savoir. Ouais, je connaissais pas très bien sa vie et j'ai été surpris d'apprendre que il était issu d'une très grande famille milanaise, Visconti. Son père notamment était duc, et à tel point que jusqu'au XVe siècle, la famille Visconti régnait sur Milan. Figure-toi. Ah. Ouais, donc c'est vraiment, il est issu d'une très illustre famille en tout cas. Et lui, par contre, il va un petit peu se démarquer de sa famille très aristocrate parce que, donc je passe sur sa jeunesse qui est une jeunesse vraiment dans l'opulence, hein, là on peut vraiment le dire. Sa famille avait même carrément une loge à la Scala. C'est intéressant parce que dans le film, Oui. il y a une scène qui se passe dans un opéra. On peut penser qu'il y a une espèce de clin d'œil au destin. Il a vécu dans un environnement très très riche. Ils avaient une énorme maison près du lac de Côme. Ils avaient également à Milan, ils avaient également un très grand
j'allais dire une très grande maison, mais on est au-delà de la maison. En fait, la vie de Visconti, on peut la comparer à celle que vit la duchesse dans le film Senso. Hein. C'est exactement la même chose. Il est initié au monde des arts, c'est un très bon musicien, et quand la guerre arrive, par contre, il va commencer à prendre conscience, à avoir une conscience politique qui va naître. Au départ, il est assez fasciné par l'idéologie fasciste et notamment par toute l'imagerie qui va autour, mais il va s'en démarquer et va même carrément rejoindre le Parti communiste. Et il va devenir un résistant vraiment assez fort, tant et si bien qu'il va même être condamné à mort en 1944. Oui. Exactement la même chose que dans Senso, il devait passer sous le peloton de l'exécution. Et c'est l'actrice principale du premier film qu'il a tourné pendant la guerre qui va réussir à le sauver. Le premier film qu'il a signé pendant la guerre, il est sorti en 1942, s'appelle Les Amants diaboliques, au Sassone en italien, et c'est un film qui va marquer le cinéma italien dès le départ. C'est parce c'est une œuvre fondatrice pour le style du néoréalisme. Donc le néoréalisme, on en a déjà parlé à l'époque quand on a parlé de Dolce Vita. Donc la Dolce Vita se démarquait déjà du style néoréaliste, mais ce fameux style néoréalisme qui est né donc au début des années 40, qui va aller jusqu'aux années 60 hein, quasiment, c'est un style très épuré dans lequel les cinéastes dépeignaient la vie réelle que vivaient les Italiens et non plus une vision un petit peu rêvée, fantasmée, comme c'est un peu le cas de Senso, qui est un film qui retourne plutôt justement vers un style plus historico-romantique. Et d'ailleurs, il va avoir beaucoup de problèmes avec les critiques de l'époque qui considéraient que Visconti trahissait la cause néoréaliste. Suite au grand succès des Amants diaboliques, il va faire un film en langue sicilienne, La Terre tremble, qui va pas vraiment rencontrer son public, je crois qu'on peut le dire. Et c'est son troisième film, Bellissima, en 1951, avec la grande Anna Magnani, qui va vraiment le remettre sur le devant de la scène et qui va lui permettre d'avoir un budget très conséquent pour tourner Senso en 1954. Car c'est son premier film en couleur, et comme je l'ai dit, donc un film vraiment très ambitieux sur le plan formel, qui s'éloigne grandement du style néoréaliste. Bon, on reviendra peut-être un jour sur la carrière de Visconti si jamais le sort nous fait tirer un autre film dans la collection Criterion, parce que c'est pas ça qui manque. Hein. Il y en a 5 des films de Visconti dans la collection Criterion, mais on peut citer les plus grands films de sa carrière, les plus connus en tout cas, qui suivront Senso, c'est-à-dire Rocco et ses frères et Le Guépard, notamment, ou Meurt à Venise. Très grande carrière, hein, Visconti. Ouais, effectivement, c'est un monument du 7e art. Et avant que moi je m'attarde sur Alida Valli, je crois que tu avais quelques pistes qui avaient été envisagées par Visconti pour les interprètes principaux du film. Ouais, comme je l'ai dit, hein, il avait vraiment un budget largement plus conséquent, donc au niveau du casting, il pouvait à peu près en tout cas, il avait de l'ambition. Son premier choix pour le personnage principal féminin, c'était Ingrid Bergman. Mais figure-toi qu'à l'époque, elle était mariée avec Rossellini et c'est lui qui a refusé parce qu'il considérait que la grande actrice ne devait jouer que dans ses films à lui. Et pour le rôle principal masculin, donc le jeune Autrichien, son dévolu s'était porté sur Marlon Brando. Et c'est les producteurs qui n'en ont pas voulu parce qu'il était encore assez méconnu à l'époque et ils ont considéré que Granger, qui était une plus grande star, serait plus bankable et donc ils lui ont un petit peu imposé un petit peu l'acteur principal. Brando, par contre, les rumeurs, en tout cas, disaient qu'à l'époque, il était uniquement intéressé par l'idée de jouer avec Bergman et que quand Ingrid Bergman a refusé le rôle, il se serait lui-même désisté. Tu as cité le nom des acteurs qui jouent dans le film, mais il faut savoir aussi que en tant qu'assistant, Visconti était bien entouré parce qu'il avait deux futurs cinéastes autour de lui. Il avait Franco Zeffirelli et Francesco Rosi. Donc il y avait de quoi faire. Oui, on a évoqué d'ailleurs les acteurs et tu me signalais lorsque on préparait le podcast que Farley Granger, qui interprète Franz, ne parle pas italien. Non, ça se faisait beaucoup à l'époque. Ça se voit d'ailleurs que le film est doublé. Hein. Même les scènes jouées par Alida Valli, on voit aussi qu'elles sont doublées en post-production. Hein. Donc c'était un procédé qui était assez courant à l'époque. On embauchait les acteurs plus pour leur physique que pour leur phrasé, et tout après se refaisait en post-production. Il faut savoir que toutes les scènes qui étaient avec Granger étaient tournées en anglais, parce que Alida Valli parlait très bien l'anglais, et Visconti également. Il a d'ailleurs vécu quelques années aux États-Unis avant la guerre. Et c'est après, tout était refait en post-production. Et c'est Tennessee Williams qui avait écrit les dialogues en anglais pour le film.
C'est intéressant parce que Tennessee Williams, Marlon Brando et Anna Magnani, c'est C'est 3 noms ça. qu'on a cités et qu'on a déjà évoqués dans notre podcast sur L'homme à la peau de serpent, De pendant Sidney notre mois Lumet. de Sidney Lumet. Ouais. Mais bon, on s'écarte un peu. Je vais recentrer le débat sur Alida Valli, qui, figure-toi, Gray, évidemment je t'interpelle, mais c'est toi qui me l'as dit, mais c'est une descendante de l'aristocratie elle-même autrichienne. Donc, petite curiosité, elle joue une fervente italienne, une comtesse italienne qui prend part à la cause, ou du moins au début du film, mais elle est descendante de la noblesse autrichienne. Elle porte même le titre, et là je lis tes propres notes, mon ami, de Frei von Markstein-Frauenberg. Écoute, je laisserai les gens nous corriger dans les commentaires, mais bon, on va se recentrer sur Alida Valli et sur sa trajectoire d'actrice parce que c'est une grande star du cinéma italien et sa carrière, elle commence avant la Seconde Guerre mondiale. Elle est d'abord repérée par Mario Bonnard et elle se fait rapidement une place dans le cœur du public italien à la fin des années 30 et au début des années 40, donc avant l'explosion de violence du fascisme. On lui donne 2 surnoms qui sont vraiment emblématique de sa renommée. On dit que c'est la plus aimée des Italiens et que c'est la fiancée de l'Italie. Ah oui. Donc c'est deux jolis surnoms. Parmi ses faits de gloire notables avant les combats, il y a un prix d'interprétation à la Mostra de Venise en 1942, donc on est déjà dans l'Italie fasciste, pour Le mariage de minuit. Mais à cette même époque, Alida Valli, elle perçoit que son pays il est en train de sombrer dans la guerre et dans le fanatisme, et courageusement, elle va faire le choix non pas de s'exiler, mais de rester en Italie et de faire de l'art son outil de révolte, si tu veux. Moi, de ce que je sais d'elle, c'est que c'était pas anodin comme choix parce que je sais qu'Hollywood lui faisait les yeux doux. Hein. Elle avait vraiment c'était comme tu l'as dit, une énorme star en Italie, mais je sais qu'aux États-Unis, ils rêvaient de la faire venir parce qu'elle était vraiment très belle. Hein. Eh ben, tu as entièrement raison parce que Daryl Zanuck, donc le célèbre producteur, la légende du cinéma lui aussi, lui a proposé de rejoindre Hollywood et elle a refusé. Alors ce n'est que partie remise, elle va s'exiler après la guerre aux États-Unis pour tourner quelques films, mais ce n'est pas encore le moment. Pour l'instant, elle veut rester dans son pays et résister comme elle le peut, et notamment avec un film, Noi Vivi, qui est une espèce de critique de la dictature. Pour ce film, les gens qui ont eu la chance de voir le film vont la comparer notamment à Greta Garbo, mais le film va être interdit pendant 5 mois par le régime de Mussolini et Alida Valli va même devoir se réfugier chez des amis à elle dans le plus grand secret pour éviter les représailles du pouvoir fasciste. Bah, ça fait un point commun avec le premier film de Visconti, donc Les Amants diaboliques, parce que à la première du film pendant la guerre, le fils de Mussolini était dans la salle. Et il est parti outré de ce qu'il avait vu, déclarant que ce n'était pas l'Italie, il a fait interdire le film. Ouais, bah, tu vois, en plus, on avait évoqué avec la Dolce Vita les années compliquées qu'avait vécu Fellini. Donc, c'est vraiment évidemment quelque chose qui a marqué l'art italien. C'est évident qu'à chaque fois qu'on va évoquer un peu cette époque de l'histoire, c'est un événement tragique qui va revenir. Ouais, non, mais c'est vrai que ces cinéastes ont été marqués par la guerre et le cinéma d'après-guerre pour eux est fortement marqué par ce qu'ils ont vécu. Hein. On en reparlera dans Stenso, qui est profondément marqué par la résistance et la trahison. Et effectivement, c'est quelque chose qu'a connu personnellement Visconti lui-même. Effectivement. Alors, en ce qui concerne Alida Valli, pour continuer et surtout pour échapper à l'obligation de faire des films de propagande pour le régime mussolinien, elle va se marier, puisque devenant mère de famille et épouse, elle n'est plus obligée de travailler, elle va se marier avec le musicien de jazz Oscar De Mero, mais là c'est encore un choix qui n'est pas du tout anodin, parce que Oscar De Mero, il est détesté par le pouvoir en place, c'est un artiste qui est très mal vu, parce que c'est un insoumis lui aussi. Mais une fois que la guerre est finie, comme je vous l'avais promis, elle va suivre son destin et rejoindre les États-Unis pour côtoyer quelques-uns des plus grands cinéastes de son temps. On pense notamment en 1947 à son travail commun avec Alfred Hitchcock pour le procès Paradine, si vous préférez avec l'accent. Mais on se souvient surtout d'elle peut-être pour un autre film, un film de Carol Reed, c'est Le Troisième Homme avec Orson Welles. Ah, super film. Un super film, un grand classique. Par contre, malheureusement, Alida Valli, elle ne va pas vraiment s'épanouir dans le système hollywoodien et elle va choisir, même si elle a un certain succès
aux États-Unis, de revenir en Italie pour travailler avec les grands génies de l'époque, et notamment avec le film qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un des films qui marque son retour en 1954, c'est Ce Senso de Visconti. Pour aller juste un tout petit peu plus loin, parce que véritablement Alida Valli, c'est une légende du cinéma italien, je vais quand même vous citer quelques-uns des films et surtout des grands cinéastes avec qui elle a collaboré au fil des décennies. Alors on peut penser notamment à Antonioni dans Le Cri en 1957. Elle a travaillé 2 fois avec Bertolucci pour la stratégie de l'araignée et pour Novecento. Elle a travaillé avec Pier Paolo Pasolini pour Oedipe Roi. Ça on l'avait évoqué sur le site si vous voulez retrouver l'analyse écrite. Mais on la connaît aussi, Grete, très bien en France. On peut citer par exemple Les yeux sans visage de Frangiou. Ah bah oui, c'est elle qui est sous le masque. Effectivement, Ouais. tout à fait. Et elle a aussi prêté ses traits à Claude Chabrol, Roger Vadim ou Yves Robert. Elle va devenir un peu plus discrète durant les années 1970, mais on peut quand même aussi mentionner une de ses collaborations avec un autre Italien en 1977 pour le Suspiria de Dario Argento. Donc vous voyez que c'est quand même quelqu'un qui savait verser dans tous les registres. Ouais, vraiment, ouais. Effectivement, des vrais grands écarts artistiques. Alors, au total, pour un chiffre assez imposant, jusqu'à sa mort en 2006, Alida Valli, au total, c'est 100 films et beaucoup de classiques, dont Ce Senso, qui est aujourd'hui dans la collection Criterion. Et c'est pour ça qu'on se penche dessus. Et je crois d'ailleurs que tu as quelques anecdotes sur le tournage. Ouais. Bah, très, très rapidement, hein, le film il a été tourné, alors ça va pas te surprendre, à Venise, mais pas seulement, en partie aussi à Rome. Et notamment donc la scène d'opéra, donc à l'opéra La Fenice, qui est la séquence d'ouverture du film. Pour moi, c'est sans doute la plus belle du film. Oui. Et d'ailleurs, la Fenice, elle a été détruite en 96 dans un incendie. Et c'est le film qui a permis d'utiliser des références pour sa reconstruction, figure-toi. Eh ben, tu vois, cette scène, on s'arrête juste une seconde, on va faire défiler comme ça les anecdotes. Moi, je trouve ça intéressant, tu vois, avec ce que tu nous as raconté sur Visconti, le fait que c'était un artiste, mais aussi un engagé politique, de voir que dans cette scène d'ouverture de l'opéra, alors que les partisans de Garibaldi font étalage des drapeaux italiens et des couleurs vertes, blanches et rouges, il y a aussi ce qui se passe sur la scène de l'opéra, et il y a cette communion entre la politique et le monde artistique dès l'entame du film, et j'ai trouvé que c'est un geste très fort, et je te rejoins pour dire que c'est véritablement la scène peut-être la plus extravagante, j'ai envie de dire, la plus démonstrative, là où Visconti fait étalage de son talent le plus brut. Ouais, il faut savoir que Visconti, il a commencé sa carrière avant la guerre auprès du cinéaste français Renoir, et il s'occupait notamment des décors. Et je pense que, alors je sais pas si le travail de décor a été vraiment été vraiment nécessaire dans l'opéra La Fenice, pour le coup, parce que l'endroit était déjà superbe par lui-même. Mais on va retrouver, en tout cas dans tout le film, un énorme travail sur les décors, notamment. Moi, je pense aussi notamment à la maison de campagne de la duchesse et de son mari, où vraiment l'endroit, je ne sais pas s'il était comme ça au départ, mais c'est absolument incroyable. Et c'est ce qui m'a sauté aux yeux, en tout cas. Je ne sais pas si on peut commencer déjà à donner notre ressenti sur le film, mais c'est à quel point le film, je le trouve exceptionnel visuellement pour cette époque-là, pour un film italien de cette époque-là. J'ai pas d'autre exemple d'un film aussi beau, en tout cas visuellement, dans l'Italie des années 50. J'ai été vraiment estomaqué par ça. Sans parler vraiment de l'histoire, hein, on va en reparler, donner notre sentiment, mais juste d'un point de vue formel, le film est vraiment sublime. Oui, c'est un génie Visconti pour ses grandes fresques. C'était évoqué notamment sur notre Discord le fait qu'il composait les plans de son film presque comme des toiles de maître italien. C'est véritablement ça. Et puis, il a aussi une faculté, moi je trouve, pour passer de décors très classiques, donc ces décors d'appartements d'aristocrates, à des choses beaucoup plus métaphoriques, beaucoup plus imagées. Je pense par exemple à ces scènes donc, dans cette maison de campagne que tu évoques, avec ces greniers remplis de grains, où là il y a des jeux de perspective qui sont véritablement hypnotisants, étourdissants. On passe comme ça de la réalité au rêve, en quelque sorte. Faut voir hein, que Visconti s'était révélé dans le style néoréaliste, vraiment très brut, a changé complètement de registre pour ce film-là. Et le film a eu en tout et pour tout 3 directeurs de la photo.
Parce que le premier, donc c'était, alors je n'ai pas son prénom, j'ai juste ses initiales, J.R. Aldo. Il est mort pendant le tournage. Et il a été remplacé par Robert Krasker pendant le tournage. Sauf que ils se sont pas du tout entendus, Krasker et Visconti, à tel point que donc c'est le caméraman Giuseppe Rotunno qui a fini la photographie du film, notamment la toute fin du film, l'exécution de Franz. Alors spoiler alerte. J'aurais dû peut-être dû le dire avant. Mais d'ailleurs, ça m'étonne qu'à moitié parce que c'est la scène du film qui a une image complètement différente des autres du film. Même les autres scènes de nuit sont filmées différemment que celle-ci. Mais on en reparlera de cette scène. Justement, basculons dans l'analyse, dans le ressenti. On va essayer de mêler les deux. Et Gray, pour une fois, c'est vrai que les dernières fois, on avait beaucoup écrit ce qu'on allait dire, ou du moins on avait préparé des notes. Et là, j'ai envie qu'on ait un débat, qu'on ait une espèce de dialogue, de répondant comme ça. Parmi les choses qui, moi, m'ont marqué dans le film, c'est l'approche sensorielle que Visconti a du sentiment amoureux. Et c'est quelque chose qui vient dans une ligne de dialogue alors que la comtesse et son amant sont tous les deux dans leur chambre, là où ils se réunissent et où les corps se confondent, pour le dire poétiquement, et où Franz va évoquer le fait que on oublie au fil du temps, mais que les moments sont faits de sensations, d'odeurs, de bruit, et c'est quelque chose que Visconti réussit à communiquer, je pense, dans son film, parce qu'il y a la maestria visuelle qu'on a évoquée et qui est propre à son cinéma. Il y a aussi quelque chose... Pour cette scène, par exemple, que j'évoquais dans Les Greniers, j'ai presque senti l'odeur de la campagne. C'est quelque chose de très primaire, c'est un sentiment presque, l'amour dans le film, et c'est quelque chose de primaire dans l'approche qu'on en a en tant que spectateur, mais c'est aussi une approche que la comtesse a du sentiment amoureux, qui est là aussi très primaire, parce que c'est un sentiment amoureux qui va complètement annihiler ses idéaux et sa réflexion. Je te rejoins presque, j'allais dire à moitié, parce que dans ces scènes-là, je suis d'accord avec toi. Par contre, je l'ai pas du tout ressenti dans d'autres scènes du film, notamment la grande scène de combat. En tout cas, ce qui est censé être la grande scène de combat du film, hein, celle qui montre la fameuse défaite dont je parle en introduction. Et là, j'ai trouvé que Visconti échouait à nous rendre vraiment le côté charnel de cette bataille, en restant presque en spectateur. On est un peu trop loin du combat pour vraiment, je trouve, être en immersion et sentir justement l'âpreté des combats et la violence de cette bataille. Je reprends une expression que tu as utilisée tout à l'heure. Il la filme comme un tableau, tout simplement. Et on a même déjà en 1954, on a eu nombre de films qui ont su retranscrire la violence de certaines batailles. Et je trouve que c'est pas trop le cas de Senso. On peut même se demander si pour Visconti, les batailles entre armées ne sont pas un aboutissement d'un combat politique, ouais. D'une opposition des idées, plutôt qu'une opposition du cœur, comme il le montre avec la comtesse et son amant. En fait, on a l'impression que ce qui concerne les hommes au combat, c'est les débats d'idées, et ce qui relève davantage des élans du cœur, c'est cette espèce de zone beaucoup plus floue entre la comtesse et son amant, parce que finalement, cette comtesse, c'est une traîtresse, en quelque sorte, on peut le dire, hein, je pense. On se demandait d'ailleurs, en préparant l'émission, qu'est-ce que Visconti pensait véritablement de cette comtesse. D'après toi, il la juge comment ? Pour moi, il la méprise. Il la méprise du début à la fin. Parce que on nous la montre comme quelqu'un ayant un idéal politique très fort au début du film. Elle est très, très ouvertement en accord avec les convictions de son cousin, hein, donc un résistant. Elle se moque ouvertement des Autrichiens. Elle est aux grandes dames de son mari d'ailleurs, qui lui est beaucoup plus posé, hein, parce que c'est qu'un grand aristocrate. Les Autrichiens sont là au pouvoir, donc ils s'en accommodent. Elle est volontairement rebelle et frondeuse. Et c'est sa rencontre avec Franz qui va tout changer. Elle va trahir son mari tout d'abord, ensuite elle va trahir son cousin et son idéal en volant de l'argent qui va pouvoir aider à la résistance à se battre contre l'Autriche, et au final elle va même finir par trahir Franz et l'envoyer à la mort. Elle ne fait que trahir du début à la fin. Pour moi, Visconti la méprise.
Oui, je pense que dans ce qu'a voulu dépeindre Visconti, il n'y a pas de plus grande trahison que la personne qui fait passer son intérêt personnel avant l'intérêt commun. Et là, ça rejoint Ouais. totalement ce que tu nous racontais sur Visconti lui-même. Ce qui peut être déroutant avec ce film, et ce qui a dérouté certains de nos camarades du ciné-club, je pense, c'est le fait que le personnage principal, celui avec lequel on adhère, et celui avec lequel on devrait être en accord pendant un moment du film, est en fait un personnage On antipathique. peut l'être à certains moments, hein, parce que la détresse émotionnelle dans laquelle elle se trouve, Hmm. on est en empathie avec elle à ce moment-là. Sauf que les raisons pour lesquelles elle se retrouve dans cette situation ouais, sont contestables, hein, pour ne pas dire autre chose. On peut même se demander s'il n'y a pas une espèce de péché d'orgueil, parce que ça, c'est quelque chose qui va revenir dans plusieurs scènes. Peut-être que chez la comtesse, c'est pas ce qu'il y a de plus appuyé. Encore que, comme je le dis, elle fait passer son intérêt personnel avant l'intérêt commun. Mais en tout cas, chez Franz, c'est omniprésent. Il y a cette scène dans Venise où il se regarde dans un miroir et où il dit que c'est la vision qu'il préfère dans la vie, celle quand il se voit dans un miroir ou celle quand il se voit dans les yeux d'une de ses conquêtes. Je me demande à quel point ces deux amants ne sont pas un peu déconnectés de la grande histoire et sont renvoyés à ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes, à des êtres profondément faillibles. Les grands idéaux, ils sont portés par le cousin de la comtesse. Ouais. Les péchés d'orgueil, là, c'est vraiment les deux personnages principaux qui les incarnent. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est étonnant, hein, que Visconti mêle justement la grande histoire avec la petite, avec cette petite histoire qui est somme toute assez banale et assez minable. C'est ce qui fait que le film a un rythme assez particulier, je trouve aussi, hein. On peut le dire, hein, il y a un gros ventre mou Oui. avec cette histoire d'amour qui s'éternise un petit peu trop longuement, avant de retourner justement vers la grande histoire et les enjeux beaucoup plus intéressants. Mais je pense que l'ambition de Visconti, c'était presque de faire de la trajectoire de la comtesse une forme de supplice. Et malheureusement, pour y parvenir, il tire en longueur. Et il y a véritablement, moi, c'est quelque chose que j'avais confié sur le Discord, là où on a nos débats du Ciné-Club, venez nous rejoindre. C'est quelque chose que j'avais confié et que j'éprouve souvent devant le cinéma de Visconti. Pour une fois, j'avoue mon mauvais goût, et c'est moi qui ai sur mon tort, mais j'ai souvent une forme d'ennui devant les films de Visconti. J'ai du mal à m'immerger dedans. Je suis emporté par la fougue visuelle, mais la rythmique scénaristique me sort un peu du film et me pousse à un peu lever les sourcils. Moi, je dois reconnaître que j'ai beaucoup plus de mal avec la vague néoréaliste, et j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de voir un film plus classique dans sa forme, en tout cas plus ambitieux formellement. Mais je te rejoins, hein, on s'ennuie assez sévèrement pendant le film, pendant une bonne partie du film, et j'ai repris plus de plaisir à réfléchir au film qu'à voir le film lui-même, ce qui m'arrive pas souvent quand même. Oui, ça je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est un peu étrange de l'avouer, cette forme d'ennui pendant le visionnage, parce que il y a une espèce quand même d'épreuve physique qui se greffe autour de cette épreuve sentimentale. Visconti va mettre des symboles de mort partout. Alors à l'évidence, il y a les champs de bataille que tu as évoqués, mais en revoyant le film en avance rapide pour préparer le podcast, je me suis rappelé de cette scène, j'ai revu plutôt cette scène où il y a le cadavre d'un officier autrichien dans les canaux de Venise. Ouais. Il y a quelque chose, une mort qui est aussi bien idéologique que physique, qui contamine cette Italie-là et qui la gangrène. Et je pense que c'est la mort un peu de ces aristocrates. Tu disais que le mari de la comtesse s'accommodait de l'envahisseur autrichien. J'ai plutôt l'impression que c'est une girouette qui tourne avec le sens du vent, parce que dès Ouais. que ça va... Ouais, il est amoureux de son statut social, hein, il veut le garder à tout prix. C'est ça, et je pense que cette mort que dépeint Visconti, et je pense, avec ce que tu nous as raconté sur lui, qu'il souhaite quelque part un petit peu aussi, c'est celle de ces hommes qui n'ont pas d'idéaux, mais en même temps, j'ai l'impression que ceux qui ont des idéaux ne sont pas vraiment mieux lotis. Ouais, alors, j'ai lu en préparant cet épisode, j'ai lu un petit peu ici ou là que avec ce film, Visconti voulait dénoncer les affres de sa classe sociale. Donc, donc on l'a dit, il est issu d'une grande famille aristocrate. Alors j'ai envie de dire oui et non, parce que le héros du film, le vrai héros du film, c'est le cousin, donc il va trouver la mort pendant la guerre, et il est lui-même aussi un aristocrate, hein. Donc moi je pense que tu as raison. Le Visconti veut absolument mettre en avant ces héros qui ont des idéaux et méprise ceux qui n'en ont pas.
Oui, parce que, et là on touche à la fin du film, que tu nous as spoilé un peu plus tôt, donc on le répète, bouchez-vous les oreilles si vous voulez découvrir ça ne soit avant, mais il y a la mort de Franz qui intervient à la toute fin, et cette mort c'est intéressant parce qu'en fait Franz va, grâce à la comtesse, être démobilisé. Il va avoir un papier d'un médecin qui certifie qu'il est devenu inapte au combat. Et on a l'impression qu'en perdant son statut de militaire, en perdant ses idéaux, il va être condamné à mort. Alors, le geste ironique de Visconti, c'est le fait que ce soit la comtesse qui le condamne à mort en le dénonçant à un de ses supérieurs. Et là, c'est une scène qui, moi, m'a beaucoup interpellé, parce que la comtesse passe du bureau du supérieur hiérarchique de Franz, qui est véritablement dans un décor restreint mais très chargé. Derrière lui, il y a des peintures d'angelots, des choses assez paradisiaques dans le sens biblique du terme. Et la comtesse va descendre des escaliers, va s'enfoncer comme si elle s'enfonçait dans les enfers. Et là, la caméra de Visconti va la suivre dans les rues sales et lugubres, avant de venir s'arrêter sur Franz, sur le peloton d'exécution. Et là, il va le filmer de très loin, comme s'il n'était plus incarné, il n'est plus un idéal, il est une espèce de personnage perdu parmi la masse des hommes. Mais je crois que le fait que ce personnage soit filmé de très loin, ça répondait à une autre contrainte, en fait. Oui, alors je suis d'accord avec toi sur la symbolique. Hein, vraiment, à ce moment-là du film, le personnage de Franz n'intéresse plus du tout Visconti. En tout cas, la seule chose qui l'intéresse, c'est l'effet que sa mort va avoir sur son personnage féminin. Mais effectivement, la raison pour laquelle il est filmé de cette façon, c'est tout simplement que Granger et Visconti s'étaient disputés. Enfin, les Granger, en fait, n'en pouvaient plus du tournage qui devait durer 3 mois au départ et qui a fini par durer plus de 9 mois. Et à tel point que Ferley Granger, il est retourné aux États-Unis avant la fin du tournage et que Visconti s'est retrouvé bien embêté. Donc, il a dû embaucher une doublure en lui demandant de garder les mains près de son visage. Il l'a filmé de dos la plupart du temps. C'est un petit peu, je vais faire une analogie tu vas voir, vraiment vaseuse. Hein. C'est un petit peu comme Brandon Lee dans The Crow. Tu vois, une fois qu'il était décédé, il a fallu le remplacer pour les quelques scènes restantes. Oui. C'est un petit peu ce qu'a fait Visconti avant Lex Proyas. Il l'a filmé de dos, il l'a filmé de loin, et la scène de l'exécution, il l'a filmé de loin, et le personnage se masque le visage. Et tout simplement, c'était les contraintes techniques qui ont forcé Visconti. Mais nous, ça nous a permis de réfléchir à l'effet que cette scène avait sur nous en tant que spectateurs. Donc c'était vraiment doublement intéressant. Comme quoi, des fois, tu me le disais sur Discord, Grey, c'est les accidents qui font parfois la symbolique des œuvres. Et d'ailleurs, en parlant du succès des œuvres et de leur symbolique, tu peux nous parler un petit peu de la réception critique du film ? Pas bonne du tout, à l'époque, en tout cas en Italie, parce que effectivement, on attendait Visconti sur autre chose qu'un film très classique dans sa forme, en tout cas. Parce qu'il était vraiment le chantre du néoréalisme et il a été perçu comme un traître. Alors c'est rigolo hein, a posteriori parce que il va revenir d'ailleurs au style néoréaliste avec Rocco et ses frères quelques années plus tard. Mais c'est rigolo qu'on l'ait pris pour un trait dans un film qui ne parle effectivement que de traîtrise. Alors le film a été largement adoubé depuis, hein, tant et si bien. Donc il est dans la collection Criterion évidemment, mais il est aussi, il figure dans la liste des 85 films qu'il faut absolument voir si vous voulez devenir cinéaste. La liste qu'a faite Martin Scorsese, qui considère que c'est le meilleur film de Visconti et il considère même que c'est un des plus grands films de la vague néoréaliste. Alors par contre, je sais pas pourquoi il dit ça parce que c'est pas du tout un film de la vague néoréaliste. Mais bon, c'est un des films préférés de Martin Scorsese. Quand même, c'est pas rien. Eh bien, si Martin nous le dit, suivons donc son conseil. Alors, petit exercice de la notation, quelle note tu mettrais, toi, au film ? C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué parce que j'ai envie de mettre une bonne note parce que le film m'a fait beaucoup réfléchir, m'a fait beaucoup débattre avec toi hein, sur ce personnage féminin et est-ce qu'on devait en penser. Je pense que le film est beaucoup plus riche que ce que j'ai pu percevoir à mon visionnage et je pense que le film regagnerait un second visionnage d'ailleurs. Mais pour cet ennui poli que j'ai eu pendant en tout cas la première fois que je l'ai vu, je lui mettrais un 6 sur 10. Ça me fait un peu mal quand même de mettre ça, mais bon, voilà. Eh bien, figure-toi que j'ai exactement la même réflexion que toi. C'est un film qui nous a permis de débattre et petite plongée dans les coulisses des réfracteurs. C'est peut-être un des podcasts qu'on a le moins préparé, en fait. On a voulu avoir cette discussion et tu vois, finalement, on a réussi à dégager des axes très naturellement
Et on s'est parfois, dans la préparation, parce qu'on prépare quand même un peu, on s'est parfois opposé dans les idées, donc on y a quand même perçu des nuances. Malheureusement, moi je suis comme toi, je me suis un petit peu fait chier par moments. Je suis désolé de le dire. C'est un film, tu l'as dit, je pense, je vais reprendre ta phrase, j'ai aimé y repenser, mais j'ai pas forcément aimé le voir en permanence pendant tout le visionnage. Donc je vais lui donner comme toi un 6 sur 10. On arrive à notre moment préféré. Ah oui. Alors, là encore plongé dans les coulisses des réfracteurs, vous le savez si vous nous suivez sur notre Discord pendant ces vacances scolaires où moi j'étais un petit peu moins dispo, on a déjà tiré un film. Ce film c'est le dossier Adams, The Thin Blue Line du réalisateur, tu vas me le rappeler Greg. Errol Morris. Errol Morris, merci. Mais on se demandait, toi et moi, comment bien traiter un documentaire dans ce format de pastille audio. Donc c'est encore quelque chose autour duquel on réfléchit. On va faire tourner un peu ça. Tu as déjà des anecdotes très croustillantes sur Errol Morris, donc on va peut-être quand même essayer d'en faire une pastille. Mais vu que le podcast va sortir un vendredi, on va tirer au sort le prochain film qui sera visionné collectivement sur notre Discord, dont le lien est en description du podcast. À toi de jouer, Greg. Ouais, c'est le film de la première semaine de mai. Alors, on en est à 1187 films dans la collection Criterion. Donc, je vais faire ça en direct, le tirage au sort. Je génère le numéro. C'est le numéro 681 qui est tombé. Eh ben, ça tombe bien. Oh là là, intéressant. Je pense que c'est un film que tu as déjà vu. Moi, je l'ai déjà vu. C'est un film de 2013, signé Noah Baumbach. C'est Frances A. Ah oui. Ah oui, je l'ai déjà vu avec Greta Gerwig, Ah, bien sûr, évidemment. Ouais. Ah bah tiens, intéressant de le revoir. Je suis curieux. Ah oui, moi aussi, très curieux de le revoir et ça avait été une très bonne expérience la première fois. Ah ouais, moi je suis très client du cinéma de Baumbach et content de revenir sur un film qui a maintenant 10 ans déjà. Effectivement, 10 ans, et joignez-vous dès ce week-end au mouvement collectif des réfracteurs, j'ai envie de dire, pour voir Frances A avec nous, et notamment pour redécouvrir un tout jeune Adam Driver. Eh bah tu vois, je savais même pas qui jouait. Ouais, je savais même pas qui jouait dans Frances A. Ouais. Intéressant. Il me semble bien, et on pourra vérifier ça dès le prochain podcast des réfracteurs, donc soit, comme je vous l'ai dit, ce sera The Thin Blue Line, le dossier Adams, sous une forme qu'on va essayer de réfléchir, soit ce sera donc Frances A. Dans tous les cas, c'est ce week-end qu'on regarde ce film tous ensemble. Je pense que je vais réussir à convaincre Oracle de le voir. Adam Driver est un argument de choix. Oui, je te confirme qu'il est bien dans le film. Très bien. Eh bien, il ne reste plus qu'à remercier tout le monde et une fois de plus, joignez-vous à la bande du Ciné Club sur le Discord. Venez consulter nos articles sur le site lesrefracteurs.fr. On essaie de suivre. En ce moment, on fait beaucoup d'actualités, des sorties et des ressorties en Blu-ray, mais pas que. Donc, venez profiter un peu du travail qu'on essaie de livrer pour vous. Comme toujours, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi, Greg Pigeon. Toujours je te remercie. Toujours un plaisir. À bientôt. Salut.